Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du nouveau journal de Pascal Lassalle et votre serviteur est tout à fait heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission qui, je dois d'ores et déjà le préciser, est préenregistrée. Donc les auditeurs et auditrices qui voudront se manifester à bon escient, comme d'habitude, je n'en doute point, pourront le faire par les moyens qui leur sont permis, une bonne vieille lettre manuscrite ou bien sûr utiliser la technique, d'ailleurs une question qui sera abordée aujourd'hui d'un point de vue qui nous est cher. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une fois de plus un invité prestigieux qui est aussi un ami, qui est le fils d'une figure qui a marqué profondément un mouvement dont je suis issu et dans lequel je me reconnais toujours en grande partie. J'ai nommé aujourd'hui, en face de moi dans ce studio, Pierluigi Locchi. Pierluigi, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour chers auditeurs. Voilà, donc avant de te présenter davantage, je dois aussi présenter notre deuxième invité qui est cette fois-ci à distance, qui nous joint par Zoom. Là aussi un autre vieil ami qui était d'ailleurs présent dans ce studio il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai nommé mon vieil ami portugais Duarte Branquinho. Duarte, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toi et bonjour aux auditeurs. Bon, toi, tu es dans une chambre d'hôtel. J'imagine qu'un soleil radieux illumine la Sicile à laquelle tu as la grande chance de séjourner sur les traces d'altières figures qui nous sont chères, des aventuriers normands, à la Stupor Mundi que fut Frédéric de Hohenstaufen, j'imagine. Hein. Tu iras sûrement faire un tour dans les palais des rois normands, à Palerme, entre autres choses. Je n'en doute point. Ouais. Et peut-être déposer quelques roses rouges, comme l'avait fait jadis Michel Marmin, sur le tombeau de Frédéric II. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une pensée fondamentale, qui est celle de Giorgio Locchi. Giorgio Locchi qui fut... Alors oui, avant d'aller plus loin, je présente quand même son fils Pierluigi. Donc Pierluigi est un spécialiste en communication institutionnelle, formateur et traducteur. Il est membre du pôle études et responsable des relations européennes de l'Institut Iliade. Et depuis très récemment, il est président d'un institut qui s'inspire justement de l'exemple français d'Iliade, l'Instituto Eneide. Instituto Eneide, si tu vas absolument avoir l'accent. Voilà, bon, mon accent italien, ça, je repasserai encore, ça attendra. Je vais me contenter de mon accent languedocien. Donc, l'Instituto Eneide, que tu présides et que tu animes avec aussi des camarades qui nous sont chers, comme Carlo Manuel Adidolfi, Adriano Cianca et d'autres, voilà, que je pourrais citer. Duarte, je rappelle que tu es essayiste, tu es fondateur de l'organisation identitaire portugaise Terra e Povo, tu es l'ancienne direction du journal O Diabo et tu animes également donc un site et régulièrement tu nous fais part de tes lectures, de tes réflexions. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous sommes tous les deux des bibliomanes invétérés et surtout, notre regard est toujours rivé sur l'étoile polaire. Alors, je reviens maintenant à l'objet de notre émission, mais aujourd'hui, nous allons à nouveau aborder l'altière pensée de Giorgio Locchi, qui fut une figure tutélaire de la Nouvelle Droite, un véritable mentor, qui, par justement une transmission orale, a joué un rôle fondamental d'éveilleur et a permis surtout un dévoilement d'une tendance à la fois philosophique, mais qui relève de notre vision du monde la plus fondamentale, la plus originelle, cette tendance surhumaniste que Giorgio Locchi a mis en évidence à travers de trop rares écrits, mais des écrits quand même d'une grande densité et qui ont déjà été publiés il y a, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus, ma mémoire me joue des tours. Ça dépend desquels tu parles. Voilà, des définitions, et Wagner et le mythe souverainiste. Alors ceux-là sont parus en novembre 2022. Voilà, le temps passe. Dans la collection Iliade, de l'Institut Iliade Agora, chez la Nouvelle Librairie. Voilà. Et donc, s'y ajoute depuis quelques mois. Oui, mais il y avait aussi donc Wagner et le mythe surhumaniste qui n'avait jamais été traduit en français. Je rappelle que dans ces définitions, on retrouvait des articles qui étaient jadis parus dans les années 70 dans la revue Nouvelle École. C'était augmenté également d'autres écrits.
et puis surtout, remis en perspective par des préfaces et des postfaces. Wagner et le mythe surhumaniste également, donc là c'était un inédit traduit directement de l'italien, et voilà, ce sont des écrits qui manquaient, donc qui n'étaient plus disponibles depuis très longtemps, qui étaient difficiles à trouver, et surtout qui remettent en perspective, maintenant, en fin de compte, les déterminants d'une vision du monde qui a profondément marqué, je le disais, donc des figures historiques de la dite nouvelle droite, du Grèce, Alain Benoît, Guillaume Fay en particulier. Ton père avait l'habitude de faire des conférences privées à Saint-Cloud, dans votre domicile, où assistaient des jeunes gens, voilà. Ouais. Des jeunes gens bien orientés à l'époque. Et moi, je me rappelle, d'ailleurs, je vais terminer après, je vais te donner la parole, je me rappelle que je me rends compte que ce qui m'a marqué profondément jusqu'à aujourd'hui, au fer rouge, dans les écrits, par exemple, d'Alain Benoît ou de Guillaume Fay, c'était en fait comme le legs de ton père. Encore. Voilà, c'était... qui se retrouve dans de nombreux écrits, des écrivains, moi je pense aller aussi dans l'endroit d'Alain Benoît ou à d'autres écrits de Guillaume Fay, comme l'Hymne aux enjeux idéologiques, qui pour moi aussi est un de ses meilleurs écrits. Alors, justement, l'actualité nous permet de revenir à l'œuvre de ton père avec la parution il y a quelques mois d'un nouvel ouvrage, donc publié également en coédition entre les Sites Iliade et la Nouvelle Librairie, intitulé « Sur Heidegger et le mythe surhumaniste », qui est signé par ton père, Giorgio Locchi, mais également par Guillaume Fay, où on va voir, on reprend une longue étude que Guillaume Fay avait fait paraître au début de 1982 d'un nouveau 37 de Nouvelle École, qui est intitulé « Pour en finir le nihilisme ». Alors, avant d'aller plus loin, justement, dans l'examen de ce nouvel ouvrage, on va voir, qui est extrêmement complet, et qui est même de facture quasi-universitaire, comme le remarque d'ailleurs un critique du site de Juan Asensio, qui a fait une excellente critique de l'ouvrage, justement. Je crois qu'il serait nécessaire... Francis Moury. Oui, Francis Moury, voilà, son nom m'échappait sur le moment. Je crois qu'il serait nécessaire pour nos plus jeunes auditeurs, notamment ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter la précédente émission qui abordait l'œuvre de ton père, et qui ont pu oublier, de resituer un petit peu qu'est-ce qui a constitué l'originalité, justement, de la pensée de ton père, donc en grande partie transmise oralement, et qu'est-ce qui caractérise, en fin de compte, ce qu'il a pu qualifier de tendance surhumaniste, et également revenir un petit peu sur la définition de quelques concepts, un vocabulaire particulier que ton père aimait à réactualiser ou à recréer, sachant que nous devons nous réapproprier les mots pour définir, en fin de compte, ce qui doit nous définir ou nous redéfinir. Oui, alors c'est un vaste panorama que tu me demandes, donc je vais partir de notions qui sont chères à nos auditeurs, ici à Radio Courtoisie. On peut dire que l'un des apports essentiels, ou en tout cas importants, dans l'œuvre de mon père est celui d'avoir mis en relief ce qu'il appelle le conflit épocal, et d'avoir fait un travail, je dirais, de généalogie profonde pour nous faire à tous voir de manière beaucoup plus claire, quelque part, je dirais, ce que nous ressentons et ce pourquoi chacun de nous se bat dans la vie, et ce pourquoi nous retrouvons pris dans un conflit qui est donné par l'époque dans laquelle nous vivons, une époque effectivement de déliquescence, de décadence, de perte de repères et d'asservissement de la population, je dirais, et comprendre pourquoi une partie de la population a totalement oublié ce qu'était son identité, ses racines, ce qui avait fait que leurs pères et les pères de leurs pères ont vécu, et puis une autre partie de la population qui sent évidemment, plus ou moins confusément, plus ou moins consciemment et avec plus ou moins de volonté d'action, la nécessité de réagir et de restaurer finalement des conditions qui nous apparaissent perdues. Mais cela va au-delà parce que, comme nous le verrons,
il ne s'agit pas seulement de restaurer des conditions perdues, il s'agit aussi de se projeter dans l'avenir. Donc je dirais le premier travail est celui de la mise en évidence de ce conflit épocal. Comment mon père arrive-t-il à parler de conflit épocal? D'abord, ce conflit épocal, il l'identifie comme étant un conflit entre deux tendances historiques, donc comme deux volontés. Dans le livre dernièrement paru, dans un essai sur Heidegger, mon père va directement au noyau dur des choses. Il dit ce qui est toujours en cause, ce qui est toujours en question, fondamentalement, ce sont des visions du monde. Et effectivement, le conflit épocal que nous connaissons est à la racine un conflit entre deux visions du monde. Moi, je me rappelle ce qu'on a appelé métaphoriquement dans les cours de formation du Grèce, une guerre des dieux, entre guillemets. Sinon, effectivement. Voilà. Alors, cette guerre des dieux, cette guerre des visions du monde est une guerre, est une opposition. La vie est une question de goût et de couleur, disait Nietzsche. Donc si effectivement, si on arrive à la substantifique moelle de ces deux tendances, elles ne sont pas discutables, elles sont de l'ordre du ressenti, elles sont de l'ordre des goûts et des couleurs, encore une fois. Et donc, mon père parlera d'une tendance égalitariste qui s'oppose ou qui voit s'opposer à elle depuis 150 ans une nouvelle tendance épocale qui a surgi, selon mon père et selon d'autres aussi depuis, avec Richard Wagner et Friedrich Nietzsche, et qui ensuite a essaimé, mais vraiment comme une traînée de poudre, dans toute l'Europe et dans la vision de mon père. Ce qui compte, au-delà de l'expression du moment philosophique, artistique, politique, métapolitique, quelle qu'elle soit, religieuse, de ces tendances, de ces deux tendances, ce qui compte encore, avant tout, est ce qui les sous-tend. Et ce qui les sous-tend est une vision de l'histoire. C'est là qu'on reviendra sur Heidegger tout à l'heure. Heidegger qui définit l'homme par rapport au restant du vivant et de l'univers, qui retrouve la spécificité de l'homme dans son historialité. Mais avant d'arriver à Heidegger, restons sur Locke. Et effectivement, nous avons certes un conflit épocal qui oppose deux tendances historiques, mais celui-ci se résume en réalité à un conflit entre deux visions de l'histoire qui sont incompatibles. Alors... Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la conscientisation de, justement, cette tendance que ton père va qualifier de surhumaniste, donc elle réadvient à la conscience, mais en fin de compte, ce conflit est très ancien. Là, il remonte à des siècles, depuis aussi l'irruption notamment du judéo-christianisme, ainsi qu'on a convenu de l'appeler, dans l'espace civilisationnel européen en particulier. Alors, on parle de l'espace civilisationnel européen, c'est important parce que moi, je le fais remonter en réalité à la première grande transformation que l'humanité a subie, qui est cette révolution néolithique qui a eu lieu sous plusieurs cieux entre il y a moins 12 000 et moins 7 000 ans, que différentes civilisations de l'époque ont connu, toutes pratiquement. Ça a eu lieu en Chine, ça a eu lieu en Mésopotamie, ça a eu lieu en Europe aussi un peu plus tard, ça a eu lieu, etc. Donc, que signifie cette révolution néolithique? C'est le passage du nomadisme à la sédentarité, mais beaucoup plus que ça, c'est l'invention, comme chacun sait, de l'agriculture et de la domestication des êtres vivants, l'élevage. Mais en réalité, il s'agit donc d'une domestication du vivant. Les chasseurs-cueilleurs, pendant des centaines de milliers d'années, sous tous les cieux, dans toutes les cultures, ont vécu dans une espèce d'éternel présent, rythmé certes par les saisons, etc. Et les allers-retours en suivant les troupeaux, le nomadisme et tout, mais c'était un présent qui se répétait. C'était cyclique, mais c'était dans une répétition éternelle de la même structure. Or, avec
la révolution néolithique, on va s'installer, on va projeter dans l'avenir quelque chose qui n'existe pour l'instant que dans notre tête. Et ça, c'est un changement radical parce que ça s'appelle être projeté dans l'histoire. Parce que quand vous d'ailleurs, le terme histoire ne peut apparaître qu'à ce moment-là. D'ailleurs, quand vous prévoyez en semant que 6 mois après, vous allez récolter, quand vous prévoyez que si vous attrapez les animaux, leur tapez un peu sur la tête pour qu'ils s'en aillent pas et que vous les mettez dans un enclos, vous aurez, si vous vous débrouillez bien, du lait quotidiennement, etc. Vous vous projetez dans l'avenir et vous entrez dans l'histoire. Or, toutes les mythologies humaines, toutes les religions humaines, toutes les civilisations humaines ont un souvenir de ce passage. Pour les uns, il fut traumatique, pour les autres, il fut parfaitement accepté et bénéfique. Voilà, comme d'ailleurs l'a montré notre ruralité Jean Audry, cela a entraîné pour les ancêtres les plus lointains des Européens, les Boréens, comme disait Audougnionnaire, ou les Indo-Européens de manière plus répandue, on va dire, plus large, une spécialisation. Voilà, une spécialisation, une complexification donc, des sociétés avec notamment le fameux schéma trifonctionnel. Absolument. Sauf que j'ajoute que ce schéma trifonctionnel, en réalité, il s'applique à toutes les civilisations qui ont connu la révolution néolithique. La différence consiste dans l'acceptation ou le refus de ce nouvel état de l'humanité. Et ça, c'est fondamental. Quand vous l'acceptez, vous arrivez à ce que Georges Dumézil appellera l'idéologie trifonctionnelle. C'est-à-dire, d'accord, la société, que vous le vouliez ou non, elle aura des oratores, bellatores, laboratores, parce qu'il faut maintenir ensemble ce qui est séparé. Quand vous vous occupez de domestiquer la nature vivante, le vivant, c'est du H24, vous n'avez plus le temps de faire autre chose. Ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, là, pour ceux nos qui plus jeunes prient, auditeurs. Ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Et donc, il y a une spécialisation qui rompt l'unité originelle du chasseur-cueilleur. Or, il y a beaucoup de civilisations qui ont réagi différemment, pour lesquelles cette précipitation dans l'histoire est une tragédie, est une perte. On a perdu l'unité originelle de l'homme. Il y avait un seul parcours anthropologique avec la spécialisation chez le chasseur-cueilleur. Avec la spécialisation, il y en a différents. Les hommes ne sont plus égaux entre eux. Voilà. Et donc, vous avez deux attitudes selon les civilisations, ce qui est tout à fait légitime. Vous avez ceux qui disent « c'était mieux avant », et ceux qui disent non, finalement, c'est très bien comme ça. Au contraire, c'est encore plus rigolo. En fait, pour faire simple, il y en a qui regrettent l'Éden primitif ou le communisme primitif. Voilà, exactement. On pourrait y revenir tout à l'heure. Exactement. Ouais. Donc, on voit très bien où je veux en venir avec ces deux manières. Chacun, chez soi, fait ce qu'il veut. Avec l'unification du monde romain, ces deux attitudes sont arrivées en contact. Et avant, chacun faisait chez soi ce qu'il voulait, et voilà. Et avec cette unification du monde, effectivement, les deux visions entrent en contact. Et donc, ça sera, comme on le sait, la revisitation chrétienne de l'Ancien Testament par le Nouveau, dont on se proclame l'héritage d'un côté, mais vous avez un Jésus-Christ qui, en même temps, tentera justement la synthèse. Si je prends notre Père qui est aux cieux, notre Père, c'est Deus Pater, c'est Jupiter. Donc, il y a cette attitude profondément indo-européenne, profondément européenne d'un côté, et de l'autre côté, vous avez la vraie vie. L'histoire reste quand même une vallée de larmes, il faut se sacrifier pour sauver une humanité déchue. Et la vraie vie, c'est après la mort, c'est à la droite du Seigneur. Une humanité marquée par le péché originel. Voilà. Parce que l'humanité est marquée par ce péché originel qui est celui du savoir. C'est quoi le savoir? C'est ce qui a permis justement la sédentarisation, la révolution néolithique, etc. C'est absolument définitif dans l'Ancien Testament, dans la Torah, etc. Et avec le christianisme, c'est différent. Or, aujourd'hui, pour finir sur ces deux tendances épocales, pendant 15 siècles, il n'y a pas eu vraiment de problème, puisque en Europe, surtout dans l'Europe catholique, nous avons continué à vivre en européen notre foi, adaptant, je dirais, le monothéisme
intégrale biblique à notre trifonctionnalité et même idéologique, comme dirait Dumézil, par la Sainte Trinité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle révolution anthropologique du même ordre de la révolution néolithique, qui est la révolution technologique, et qui donc implique un changement du milieu dans lequel nous vivons. Je ne vous la referai pas sur l'Internet, etc., les téléphones portables et toute cette nouvelle technologie qui change fondamentalement le rapport de l'homme au monde et le rapport des hommes entre eux. Et nous assistons aujourd'hui à une, je dirais, renaissance ou une exaspération ou une fondamentalisation de ce conflit épocal entre deux visions du monde, de l'acceptation et du refus, je dirais, du changement et de l'adaptation de l'homme à son nouveau milieu. Et donc, dans ce conflit épocal, mon père va donner des concepts, des noms aux différentes tendances. Alors, pourquoi parle-t-il de tendance égalitariste et de tendance surhumaniste ? Tendance égalitariste parce que, justement, comme je vous le disais, la volonté d'instaurer l'égalité entre les hommes et la volonté de retrouver la condition du premier homme pré-néolithique, du chasseur-cueilleur, et donc de sortir de cette histoire qu'on subit au lieu de la vouloir. Et donc, ce sont des idéologies qui prennent la fin de l'histoire. Et là, on retrouve non seulement la lutte finale qui s'achèvera par la société sans classe du marxisme, mais on trouve aussi évidemment l'open society prônée par les ultralibéraux, etc. Voilà, on voit que ton père et Guillaume Faye en particulier, bon, dans son sillage, ont rappelé que la tendance égalitariste pouvait se décliner en plusieurs idéologies qui ont pu s'opposer en leur temps, et notamment, là tu fais allusion au marxisme, qui est une sorte de théodicée laïcisée des fondamentaux, des linéaments de la vision du monde judéo-chrétienne, bon, qu'on l'ont montré beaucoup d'écrivains, et en particulier aussi, bien sûr, les figures de la Nouvelle Droite dans leurs nombreux travaux depuis déjà plusieurs décennies. Donc on voit que, effectivement, voilà, cette tendance égalitariste, elle peut prendre plusieurs visages, et aujourd'hui, bon, ben voilà, la déconstruction woke, en particulier, voilà, en est une forme paroxystique. Voilà. Paroxystique, ouais. Mais tout à fait logique. En fait, ce qui est commun à toutes ces formes, c'est justement la vision d'histoire, le sentiment de l'histoire. Or, pour tous, l'histoire est comment dire, l'histoire est linéaire, elle est segmentaire, elle est prise entre un alpha et un oméga. Notre histoire, c'est quoi ? Ça commence avec la chute, ça commence avec la sortie du paradis terrestre, avec la rupture du contrat social, cher à Rousseau, ça commence avec la fin de l'équilibre du bonheur du communisme primitif, oui, etc. Et elle se terminera par un oméga qui sera la restitution de cet état préhistorique, que ce soit, donc, comme je disais, la société sans classe, etc., etc. Et voilà, une vision, époque libérée des tensions, libérée du tragique, voilà, en fait. Mais ce qui compte, c'est de bien comprendre que la vision de l'histoire est linéaire. Exactement, d'ailleurs, comme était linéaire la vision païenne, qui correspondait aussi à l'acceptation, je dirais, néolithique. La vision cyclique. Voilà, la vision classique, cyclique. Quoi, voilà, classique. Qu'ont repris notamment aussi, les figures de la tradition pérennialiste. Voilà, c'est aussi une vision linéaire, puisque le cycle, c'est une ligne dont l'alpha coïncide avec l'oméga, et on recommence. Ou l'oméga avec l'alpha, etc. Donc, dans les deux cas, nous avions une vision linéaire de l'histoire. Or, aujourd'hui, avec cette nouvelle révolution, qui est la révolution technologique, nous voyons que ceux qui sont restés à cette conception linéaire de l'histoire font partie finalement de cette tendance, sont restés dans la volonté de retour au premier homme, alors que ceux qui s'opposent à cette volonté, même inconsciemment, quand ils n'ont pas formulé dans leur tête cette nouvelle conception du temps de l'histoire que je vais vous expliquer maintenant, ils sont déjà dans cette
je dirais, mutation, car aujourd'hui, ce que mon père appelle la tendance humaniste, mais que d'autres ont appelé révolution conservatrice, que d'autres, Veil pourra parler d'archéofuturisme, qui s'est manifesté en Europe, dans toutes nos cultures européennes en réalité. Mon père compte dans la tendance surhumaniste aussi bien un D'Annunzio, un Charles Maurras, que évidemment les classiques, Wagner, Nietzsche, philosophes de l'action conservatrice. C'est pas du tout un apanage allemand, c'est un apanage absolument européen. Donc je viens quand même au fait à cette vision du temps de l'histoire qui a muté. C'est-à-dire que nous avons, et le grand mérite de mon père est d'avoir dévoilé cela et d'avoir formulé ce qui était représenté dans le drame wagnérien sur la scène, dans les drames musicaux, dans les drames d'art total de Wagner, ce qui a été exprimé poétiquement par Friedrich Nietzsche, que ce soit dans Zarathustra, dans ses aphorismes, dans la généalogie de la morale, etc., que ce soit dans une tentative de conceptualisation de philosophique au sens le plus classique par Heidegger, mon père va mettre une définition qui permet de comprendre ce nouveau sentiment du temps de l'histoire qui est le fondement de toutes nos visions, qu'il s'agisse de celles des catholiques qui ont décidé de rester européens, je pense à des amis d'Academia Christiana par exemple, etc., de certains qui se disent néo-païens. Justement, on ne peut plus être païen parce que là aussi, encore une fois, la vision païenne reste cyclique, reste unilinéaire et segmentaire. Et là, nous arrivons à quoi? À un sentiment tridimensionnel du temps de l'histoire. Voilà. Alors j'en profite justement pour rappeler que nos auditeurs sont à l'écoute de Radio Courtoisie, de Libre Journal de Pascal Lassalle, qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir deux vieux amis, Pierluigi Locchi et Duarte Branchigno, pour aborder donc la parution du dernier ouvrage qui comprend des textes de Giorgio Locchi et de Guillaume Fay, intitulé Sur Heidegger et le mythe surhumaniste. Je vais donner la parole maintenant à notre ami Duarte. Je vais lui demander, d'un premier temps, nous avons cité des phénomènes qui relèvent justement de cette tendance surhumaniste, phénomène allemand, phénomène européen. Est-ce que, selon toi, Duarte, tu pourrais nous citer des figures de la pensée portugaise qui pourraient se rattacher justement à cette tendance épocale surhumaniste? Pas vraiment, parce qu'il n'existe pas une pensée surhumaniste, on peut dire. Il y a je dois dire que la tradition catholique est très très forte, reste très Mais, forte. excuse-moi de te couper, moi je pensais instinctivement à certains aspects de la pensée de Fernando Pessoa. Non? Oui, Dans oui, ses parce hétéronymes, dans certains de ses écrits. oui, la question de bon, aujourd'hui, on adresse Fernando Pessoa plus comme un philosophe que comme un poète. Bon, un poète dans le sens locquien et même dans le sens Non, de Guillaume Fay, le sens, ouais. et dans le sens, pardon. Et oui, on peut considérer Pessoa comme un Nietzschéen, quelqu'un qui veut se dépasser, voilà, et qui est, euh, on peut le dire, pour utiliser un concept qui nous est cher, qui vivait dans un interregnum. euh, interregnum, Interregnum, oui. oui, Voilà. c'est-à-dire un période, qui anticipait un nouvel âge. Et c'est pour ça que Pessoa parlait exactement un concept qu'il désignait comme ante-matin, Mhm. c'est-à-dire avant le matin. Et ça nous apporte, par exemple,
Au minuit de Hölderlin, Hölderlin, oui, tout à au, fait. au grand midi de Nietzsche, par exemple, c'est, je crois, le seul bon exemple que, Ouais. qu'on peut donner. Il y a quelques autres, par exemple, quelques philosophes portugais qui sont allés au XXe siècle au Brésil et ont fait ce qu'on appelle l'école de São Paulo. Ils étaient la plupart des hellénistes, ils connaissaient très bien les classiques grecs, mais c'est pas vraiment comme notre Pessoa. D'accord. Pierluigi, donc nous étions sur le point d'aborder cette vision tridimensionnelle de l'histoire Oui. que Heidegger aussi qualifiait de temporalité authentique. Donc, vas-y, nous t'écoutons. Bon. Donc, je disais que tous ceux qui ne considèrent pas comme les tenants de la tendance égalitaire que nous trouvons dans la dernière étape avant la libération, avant enfin l'aboutissement de toute une destinée écrite dans l'histoire, mais qui au contraire ressentent consciemment ou inconsciemment la nécessité de régénérer cette histoire, ils portent en eux ce qu'on appelle une vision tridimensionnelle du temps de l'histoire, qui est une vision, en fait, ils portent en eux, et ça c'est très très clair aussi dans l'œuvre de Heidegger, je dirais presque la preuve de la liberté de l'homme. C'est-à-dire une vision tridimensionnelle de l'histoire. Qu'on a aussi qualifié de vision sphérique. Alors, par rapport à la vision cyclique. Pardon, excusez-moi, voilà, ouais. Tu fais très bien de me rattraper, de me corriger. Parce que j'ai dit une grosse bêtise. J'ai parlé de vision tridimensionnelle de l'histoire, c'est faux, c'est vision tridimensionnelle du temps de l'histoire. Et l'image sphérique, alors, c'est exactement comme les 4 dimensions einsteiniennes. On ne peut pas se les figurer avec nos sens. Nous sommes inscrits dans un espace tridimensionnel et un temps unidimensionnel, linéaire, unidirectionnel et continu. Et ça, nous ne pouvons pas le changer, c'est notre réalité, je dirais, biologique. Hein, nous sommes inscrits dans un corps biologique qui lui-même ensuite est constitué d'interactions physico-chimiques à un autre niveau et à un autre niveau encore d'échanges microphysiques. Bien, quantiques si vous voulez, atomiques. Mais nous sommes à chaque moment de notre présent, nous avons cohabitant en nous le passé, l'actualité et l'avenir sous forme de mémoire pour le passé, projet pour l'avenir et présence à l'action pour l'actualité. À chaque instant de notre vie, nous sommes la synthèse des trois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 dimensions que sont le passé, l'actualité et l'avenir sont les 3 dimensions du temps de l'histoire. Et quand je dis « nous avons en nous », c'est que nous, c'est la conscience de chacun d'entre nous. Donc nous avons un espace ponctiforme et discontinu, voilà, puisque dans chaque qui nous donne conscience... cette liberté, voilà, qui donne cette liberté. Selon notre volonté, selon aussi voilà. la direction que nous nous fixons, d'agir en faisant en sorte que le passé n'est pas passé, mais ce passé, nous pouvons le choisir, nous pouvons le relire pour en faire, en fin de compte, le moteur de notre action avec un projet précis. C'est exactement ça. Tous les historiens, aujourd'hui, devraient acquiescer à cette vision, puisque chaque fait historique est remis en question, a une nouvelle signification à chaque perspective individuelle, humaine, à chaque conscience qui l'examine. Et chacun va interpréter un fait, va donner un sens, à un fait passé uniquement en fonction de son projet personnel
au moment, dans le présent, il va donner cette nouvelle interprétation. Donc en fait, comme disait mon père, cette vision tridimensionnelle du temps de l'histoire, une fois qu'on l'a intégrée, c'est comme l'œuf de Coulomb. C'est évident que à chaque instant, on porte en nous la mémoire de ce qui a été, on porte en nous ce vers quoi nous nous projetons, quel que soit l'horizon. Ça peut être le verre que je veux prendre pour boire et ça peut être ce que je vais être dans 30 ans ou la cause que je défends et ce que je veux pour mes petits-enfants. Mais on se projette. Et ça, c'est à chaque instant de notre présent, dans chaque actualité. Donc, en fait, cette vision du temps de l'histoire, c'est aussi une vision de la liberté humaine, parce que dans une tendance où l'histoire est linéaire, ce qui a été ne peut pas revenir, ce qui est à venir n'est pas encore, donc n'existe que le présent. Et donc c'est extrêmement, donc il y a une détermination. Alors que nous, en déterminant les contours d'un projet, ça peut être individuel ou historique, en le nommant par notre propre vocabulaire, nous le faisons déjà exister, en partie. Absolument. Nous le potentialisons en fait. C'est bien pour ça que cette tendance, j'allais dire, change de forme, de nom, de vision, parce qu'à chaque fois les perspectives changent. Mais la tendance fondamentale, de même qu'on peut réduire à une tendance historique, par exemple la dernière tendance bimillénaire égalitaire, celle qui veut la fin de l'histoire actuellement, et qui s'y emploie relativement bien d'ailleurs. Hein, ceux qui s'y opposent, ceux qui s'y opposaient dans le langage de Wagner, enfin dans le langage, quand Nietzsche parle de meine Bewegung, de mon mouvement, quand vous voyez dans la Révolution conservatrice, vous prenez un Sorel par exemple, ou un Maurras, ils ont des perspectives évidemment différentes, mais dans chaque fois, vous prenez les auteurs de la Révolution conservatrice, et je ne veux pas parler d'autres réalisations politiques, à chaque fois que vous avez un projet d'avenir, vous vous refaites à un passé revisité, interprété, qui en fait est déjà votre projet d'avenir. La France des 43 est déjà le projet d'avenir de Charles Maurras. C'est pour ça qu'il est dans cette agissant. Voilà. Il nous pousse à l'action dans une direction bien précise. Absolument. Il est dynamique. Il y a une dynamique. Voilà. Il est dynamique. Donc il est dynamique. Alors, c'est vrai que quand ce sentiment du temps de l'histoire porté donc consubstantiel à ce que mon père appelle le mythe surhumaniste. Mon père appelle ça le mythe surhumaniste parce qu'il dit qu'à toute vision du monde, au départ, est porté par un mythe, non pas dans le sens négatif du terme, mais le mythe étant ici simplement un principe fondateur et organisateur, créant, agissant. Et donc ce mythe, évidemment, quand il apparaît, exactement comme le mythe chrétien, quand il apparaît, par exemple, dans la Rome païenne, ne dispose pas encore de son propre vocabulaire, et donc ne peut pas se dire, cette vision du monde que porte le mythe ne dispose pas encore de son propre vocabulaire, et donc elle ne peut s'exprimer que mythiquement. Donc ce sont des expressions soit artistiques, poétiques. La tentative de Heidegger de la conceptualiser était peut-être aussi déjà un peu, de son point de vue, à lui, à Heidegger, je parle, était peut-être déjà un peu trop prématuré, dans la mesure où il a estimé très vite qu'il n'avait pas de lecteur capable de comprendre quand il voyait tout ce qu'on disait, et il est retourné plutôt vers la ZAG, comme il dit, donc vers une conception, disons, plus mystique, justement, du principe fondamental de ce qui fait que l'homme est homme. Voilà. Mais dans cette définition de l'humanité, il faut dire que des gens comme Wagner, comme Nietzsche, comme Heidegger, et évidemment dans la compréhension qu'en a mon père, il s'agit de retrouver non pas quelque chose de perdu qu'on avait, mais quelque chose que nous devons absolument conquérir pour pouvoir rester ce que nous étions. Oui, c'est un esprit qui nous anime, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. Un recommencement grec, comme tu dis. D'ailleurs, avec deux notions là, tu
tu parlais tout à l'heure d'un vocabulaire qui est redéfini. Ce serait intéressant de revenir sur un terme qui revient souvent, bien sûr, d'abord dans le cadre de la pensée d'Heidegger, mais ensuite dans le développement qu'en a fait ton père, c'est le terme d'historial par rapport à histoire. Premier terme. Et deuxième terme, justement, par rapport au projet qui est le nôtre, le projet de retrouver, en fin de compte, ce qui fonde notre européanité, hein, avec, bon, bien sûr, une adaptation aux nouveaux défis qui s'offrent à nous. La technique, on va y revenir en fin d'entretien, en l'occurrence, c'est la notion d'espérial. Historial, espérial par rapport donc à Occident, et très rapidement, quelques mots là-dessus. Alors c'est vrai que dans le livre de ton père, bon, il y revient. Il y a effectivement aussi tout cela est sous-tendu par les multiples traductions qu'on a pu donner de termes originels employés par Heidegger, donc en allemand, bon, que ce soit les traducteurs français ou italiens. Hein. Ton père était très à cheval et il avait raison sur justement l'étymologie des mots, en essayant un petit peu de leur redonner une signification qui soit souchée justement sur sa vision, hein, sur ce qu'il a voulu remettre en place, en tout cas à la conscience de ceux qui allaient le lire. Donc on voit voilà ce terme historialité. Oui. Très rapidement, comment tu le définirais parfois? Tu l'as plus ou moins défini, mais comment tu l'expliquerais en quelque sorte? Alors, historial, c'est geschichtlich en allemand. Et effectivement, excellente traduction d'Henri Corbin, donc c'est l'une des premières traductions françaises, et qui, dans le cas précis, n'est pas à dépasser, parce que justement, il faut pourquoi parle-t-on d'historial qu'on invente au lieu de parler de historique, tout simplement. Oui, voilà, exactement. Je disais tout à l'heure que nous sommes biologiquement ancré dans un espace tridimensionnel et un temps unidimensionnel linéaire. Et donc, cela reste vrai au niveau de notre corps, au niveau de notre matérialité. Mais ce qui fait que l'homme, justement, se distingue de l'animal est cette capacité, et Heidegger dira ce qui fait le propre de l'homme. Et, Dasein, dit-il. Le fameux Dasein, voilà, oui, tout à fait. Que Corbin, d'ailleurs, traduit par réalité humaine, ce qui est pas mal du tout. Cet être-là, enfin, selon certaines justement, mais être aussi, là, voilà. Qui comprend quoi, là? Oui, c'est tout le drame des traductions Heidegger, parce qu'un Dasein en allemand, un armes Dasein, c'est un pauvre être, un pauvre air. Donc, le Dasein a un champ sémantique beaucoup plus large. Donc, ce qui fait que l'homme est homme, c'est son inscription dans l'histoire. Alors, on pourrait dire son historicité. Mais comme le terme peut se rapporter aussi à simplement l'évocation des événements. L'évocation des événements, l'histoire, ce que Heidegger appelle historie, que certains ont traduit, surtout en italien d'ailleurs, mais en français aussi, par historiographie, simplement la narration de la succession des faits. Ça aussi, c'est l'histoire donc au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle. Hein, voilà, on a tous les tableaux de tous les rois de France, comme ça c'est de l'histoire aussi. Mais ce qui fait justement la différence, c'est qu'on ne parle pas de cette histoire, je dirais, événementielle, mais on parle du niveau qui fait que l'histoire a eu lieu, qu'à chaque moment, l'histoire a été le fruit d'une décision, d'une action qui s'est inscrite dans une volonté qui s'est réalisée. L'histoire est un conflit permanent de volontés qui s'opposent, il y a celle qui se réalise, celle qui ne se réalise pas. Et aujourd'hui, nous arrivons à un niveau, on pourrait dire que le bon chasseur-cueilleur, quand il devient sédentaire, il prend conscience de l'histoire. Il n'en avait pas conscience avant, pourtant il était déjà un être humain, donc historique, mais il avait ce rapport instinctif, il faisait l'histoire instinctivement, il s'est doté instinctivement d'une culture pour pallier les manques de la nature et pour pouvoir simplement vivre et construire sa quotidien. Et aujourd'hui, nous passons dans la tendance surhumaniste de cette conscience de l'histoire à une autoconscience de l'homme
et qui permet de faire le petit discours que je viens de vous faire justement sur les 3 étapes de l'humanité. Voilà. C'est un discours que vous ne trouverez pas dans la tendance égalitaire. Qui esquisse le fameux 3e homme, qui était cher à ton père. C'est le 3e homme parce que effectivement, il y a un 3e homme dans la mesure où le bouleversement technologique comme le bouleversement néolithique provoque non seulement un changement du milieu de l'homme, mais en retour un changement de l'homme lui-même. Duarte, est-ce que tu aurais des choses à ajouter justement par rapport à ce développement que vient nous faire Pierluigi, la manière dont, citons peut-être personnellement, dans ta vision du monde et dans ce qui te meut depuis déjà des décennies, dans ton engagement, tu comment tu le déclines en fin de compte? À quel point ça a pu te marquer et comment tu l'appréhendes? Oui, Pascal, je voudrais bien rappeler que comment j'ai découvert. Tu sais bien que j'aime bien les livres et nos C'est un auteurs. Et euphémisme. comment j'ai découvert Giorgio Locchi. Et c'était exactement notre ami Guillaume Fay, moi, en lisant notre ami Guillaume Fay, que j'ai découvert Giorgio Locchi. Fay disait, c'était Locchi qui a comment on dit, tout dévoilé. Voilà. Et après, évidemment, j'ai connu Guillaume et j'ai cherché un peu des textes de Giorgio Locchi et c'était pas facile. Et je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Pierluigi, il m'a demandé, mais où est-ce que tu as lu les textes de mon père? Et j'ai dit, j'ai trouvé une édition espagnole de définition et qui avait déjà, c'est curieux ça, à cause du sujet de notre émission, parce que les éditions de définition, c'est-à-dire l'espagnol, l'italienne et la française, sont différentes. Et l'espagnol a aussi le texte, c'est le dernier, le Martin Heidegger et la révolution conservatrice. C'est curieux. Euh, et et comme ça, je commence à découvrir Loki, mais aussi c'était Loki et en même temps Guillaume Fay, ils ont changé ma lecture de à la fois Nietzsche et Heidegger. Et après, j'ai découvert aussi le texte de Guillaume Fay, qui est dans cette belle édition dont on parle sur Heidegger. Et je dois dire, Pascal, pour finir, que c'est une très, très belle édition, cette édition française, parce que, bon, évidemment, il y a l'introduction de notre ami Pierluigi, mais aussi l'annexe avec les fragments écrits par Giorgio Locchi sur Heidegger et la conclusion de notre ami Adriano Scianca. Voilà, la postface, je ne l'avais pas signalé tout à l'heure, il y a une postface, il y a un petit glossaire aussi, un glossaire minimal, comme le disait le critique Francis Moury, là, sur le blog Juan Asensio. Bon, c'est une édition quasi-universitaire, quoi. À travers à la fois des notes infrapaginales de Pierluigi, comme et effectivement énormément de précision et surtout c'est presque une édition pas critique, quoi, mais critique au bon sens du terme, quoi. Donc c'est ça qui est fascinant. Et puis comme moi, tu avais remarqué dans les écrits de Guillaume, on voit ressurgir la pensée de Guillaume, et on va d'ailleurs y venir, parce que justement, si on a inclus ce long texte de Guillaume Fay, qu'en fin de compte, Guillaume, en fin de compte, à travers sa sensibilité, mais qui vraiment là retranscrit et dans la lignée de la pensée de Giorgio Locchi, Guillaume esquisse des pistes de réflexion sur une question que Giorgio Locchi n'a pas eu le temps. Malheureusement, il est disparu bien avant, de développer complètement en ce qui concerne notamment le regard qu'a apporté Heidegger, la fameuse question de la technique. Avant d'en arriver à ce point-là, la diffusion d'un bobino de notre radio. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bien,
Nous revenons donc dans le cadre de notre émission où j'ai le plaisir de recevoir mes amis franco-italiens et portugais, respectivement Pierluigi Locchi et Dorothy Branchigno, pour évoquer donc l'ouvrage publié il y a quelques mois dans une coédition Institut Iliade des nouvelles éditions de la Nouvelle Librairie, Giorgio Locchi, Guillaume Fay, sur Heidegger et le mythe surhumaniste. Alors justement, dans le texte, il est précisé, souvent c'est des remarques qui sont faites, on dit mais oui, mais bon, on dit que Wagner, Nietzsche, Heidegger étaient un peu les trois grands murs porteurs de cette tendance surhumaniste, mais il y avait des oppositions. Il y avait des oppositions, bon, il y avait une critique acerbe et violente de Nietzsche envers Wagner. Heidegger aussi a considéré Nietzsche comme le dernier métaphysicien. Et surtout, ce qui est quand même précisé dans l'ouvrage, c'est que nonobstant ces différences, ces divergences, il n'en reste pas moins que fondamentalement, il se situe dans le même sillage, il se situe dans la même lignée. Et malgré aussi, concernant Nietzsche et Heidegger, toutes les équivoques, les ambivalences qui ont pu être générées par les multiples exégètes de la pensée des penseurs, en particulier ceux qui avaient parfois réaliser la radicalité en quelque sorte de leur pensée et ont voulu un peu la travestir ou l'humaniser, enfin le cas d'Heidegger en particulier, surtout à l'occasion de l'apparition de ces fameux carnets noirs, et révélateurs de cette tendance. Alors je pense d'abord donner la parole à Pierluigi. Donc cette question de la technique, une question qui est d'une actualité brûlante. D'ailleurs, on associe parfois transhumanisme et surhumanisme. Bon, on a pu en discuter avec notre ami Stefano Vai il y a quelques mois, quelqu'un que tu connais très bien, Pierluigi. Comment appréhender cette question de la technique, surtout en tenant compte du fait que beaucoup d'exégètes d'Heidegger considèrent qu'Heidegger a été vraiment un critique féroce de la technique et qui voyait comme une sorte d'apothéose du nihilisme occidental en particulier, sous lequel nous vivons. Alors, il y a toujours... Heidegger parle du déchaînement de la technique, bien sûr. Il parle du déchaînement de la technique planétaire. De la raisonnement aussi, voilà. Alors, dans un autre contexte, justement. Oui, dans un autre contexte. Et je vous disais, chacun lit aussi en fonction de sa perspective. Donc, je voudrais juste citer une phrase de Francis Maury, justement, dans le blog de Juan Asensio, Juan Asensio, qui dit: la grande force de l'analyse de Giorgio Locchi est ici de se situer d'emblée, il parle des deux articles qui ouvrent le livre, sur le plan de la philosophie politique et de la philosophie de l'histoire, affirmant clairement ce que des générations d'exégètes et de commentateurs allemands, italiens et français des années 45 à nos jours avaient occulté par ignorance, incompréhension, voire délibérément. Heidegger fut le penseur par excellence, non seulement du présent, mais encore de l'avenir de la révolution conservatrice allemande. Et justement, on voit toujours dans Heidegger, surtout avec ses problèmes de traduction, l'être là, une pensée extrêmement abstraite, intellectuelle, voire décharnée, l'être, les temps, l'existant, etc. En réalité, et c'est une pensée qui est profondément ancrée dans le concret et dans la réalité. Et donc, effectivement, c'est pour ça que mon père va traduire Dasein tout simplement par l'homme. L'homme, voilà, oui. Ou personnalité. La personnalité étant opposée au type, par exemple, qui est le on, qui est la généralité conforme d'une société, et puis la personnalité qui va émerger et qui va donner une direction différente à l'évolution de cette société ou simplement lui permettre une évolution. Et donc, par là, faire l'histoire. Donc Heidegger, qui nous écrit dans les années 30, où déjà, depuis Nietzsche et d'autres, on avait parfaitement compris les implications de cette révolution qu'on n'appelait pas encore technologique à l'époque, qui s'appelait révolution industrielle, massification, etc., peu importe.
avait très bien compris les implications. Et donc, quand on arrive dans les années 30, parce qu'il y a Heidegger des années 20, et voilà. Bon, il va se poser le problème de cette technique déchaînée, mais il voit le déchaînement irraisonné de la technique dans ce qui pend au nez de l'Europe, si je peux le dire, il ne faut pas oublier que Heidegger est un philosophe allemand dans une Allemagne à partir de 1939 en guerre. Il dit si nous perdons cette guerre, nous allons assister à un déferlement de cette technique planétaire irraisonnée. Et donc, quelque part, je me dis qu'il a été assez prophétique dans la mesure où aujourd'hui, ce à quoi nous assistons est en partie effectivement un déferlement d'une technique irraisonnée ou mieux dit, ce que Heidegger ne pouvait pas prévoir bien sûr, hein, mieux dit, moi je dirais, confisquée par une minorité qui s'en sert pour, je dirais, que pour ses intérêts propres. Oui, là, on revient à la superclasse d'Attali, etc., etc. Or, mais ça se traduit par quelque chose de très grave, c'est-à-dire que cet accaparement de la technique planétaire par une minorité égoïste se traduit par l'asservissement du restant de l'humanité, la volonté, alors on parle toujours des comment on appelle ça en Chine, du passeport social. Ah oui, voilà, oui. Où si tu n'es pas dans les cases, tu n'as plus droit à rien. Mais on y va tout droit ici aussi, hein, ne serait-ce qu'avec le dernier projet de loi de l'Union européenne sur le chat control, où le moindre, et ça risque d'être voté en octobre, donc il y a des pétitions qui circulent, etc., où le moindre message... Social, c'était le crédit social. Voilà. Oui, le crédit social en Chine. Et l'Union européenne, maintenant, elle projette de mettre une puce dans toutes les messageries pour tracer de compte. Voilà. Non, pour nous espionner. Et voilà, mais oui, voilà. Soi-disant pour protéger, mais en réalité, pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire, que dans la tendance actuellement de la technique planétaire, et les gens qui disent Heidegger était contre la technique, se refont au parti où justement ils critiquent un avenir possible, qui est celui du déchaînement de cette technique planétaire. Et donc aujourd'hui, vous arrivez à voir, on se dirige vers une société où une petite partie de l'humanité, appelons-la ainsi, continuera de vivre dans l'histoire, d'évoluer, de faire des projets, et le reste va se retrouver réduit par l'hédonisme, par le consumérisme, par le matérialisme, à être régi par l'éternel présent, voilà, dans lequel on les maintient, quoi. En fait, à la condition animale telle que la décrivait le biologue Jakob von Uexküll, qui disait l'individu, ce n'est pas l'individu qui compte, c'est le code génétique de l'espèce qui détermine une fois pour toutes les interrelations de l'individu avec son milieu, qui n'a aucune liberté. Oui, d'ailleurs aussi, ça me fait penser au fait que ton père reprochait à Heidegger d'avoir eu une certaine imperméabilité aux thèses de l'anthropologie philosophique et de Arnold Gehlen en particulier, quoi. Oui, mais... quelque chose, même si ça n'invalide pas, bien sûr. Bon, non, ça n'invalide pas, parce que c'est d'un autre point de vue. Alors, j'y viens tout de suite. Je voulais juste terminer là-dessus. Oui. Donc, on est réduire l'homme à l'état d'animal. N'oubliez pas Nietzsche, l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme. C'est-à-dire qu'en permanence, nous sommes tiraillés. Nous pouvons être tendus vers cette animalité qui est en nous, qui est tellement commode
plus d'histoire, wokisme, c'est le paroxysme dont tu te parlais tout à l'heure, plus de passé et plus d'avenir, on vit dans un éternel présent, fait de pop-corn devant la télé, fait de manifestations sportives et de variétés, voilà. Bref, je referme cette parenthèse. Mais Heidegger parle aussi, alors pour répondre à ta question, quand il dit Heidegger est imperméable à... un peu aux perspectives tracées par l'anthropologie philosophique et en particulier les travaux d'Arnold Gehlen. Voilà. Alors, c'est malheureux parce que, en fait, ce que reprochait Heidegger à l'anthropologie philosophique, c'était de partir de l'animalité pour dire ce que l'homme est en plus. Alors qu'Heidegger dit non, il faut partir de ce qu'est l'homme et puis voir qu'effectivement, en dessous, il y a un niveau animal. Et mon père ajouterait, n'importe qui constate les 4 niveaux de réalité dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Il y a un niveau macrochimique, physico-chimique, et il y a un niveau microchimique d'interaction interatomique. Microphysique, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a 4 niveaux de réalité, et le niveau historique, Heidegger partait du principe qu'il fallait partir de ce bien. Mais en fait, peu importe le point de départ, ça l'a empêché de voir plus sa filiation avec Scheler, avec un Gehlen, etc. Et ça l'a un peu coupé d'un courant auquel, en réalité, il n'est pas opposé. Maintenant, je termine juste une chose, parce que tu as parlé de temporalité authentique et inauthentique dans le vocabulaire heideggerien, en disant que la temporalité authentique correspondait à la vision sphérique de l'histoire de mon père. En fait, plus exactement, mon père rectifie le vocabulaire empreint un peu de jugement de valeur, authentique, inauthentique. En réalité, la temporalité authentique et la temporalité humaine, et la temporalité inauthentique et la temporalité de la vie qui est aussi en nous. Donc, on ressortit des deux. On ressort, oui. Sauf que quand tu es au stade de l'autoconscience, tu fais la différence. Tandis que quand tu restes au stade de la simple conscience néolithique, de la tendance égalitaire, tu ne fais pas la différence. Et donc tu restes prisonnier de cette temporalité inauthentique dont parlait Heidegger. Alors donc, pour revenir sur la question de la technique, effectivement, donc dans une toute autre partie, mais bien souvent, et dans des endroits différents. Alors, je cite de mémoire, parce que j'ai perdu mes petits post-it dans le livre. Donc, alors d'abord, il y a un entretien, le dernier grand entretien que Heidegger a donné en 1967 au Spiegel, etc., où on lui parle justement du déferlement de la technique, du côté tragique et tout. Où Heidegger répond « Je ne suis absolument pas convaincu que ce déferlement de la technique soit une catastrophe, à condition qu'on le maîtrise, en gros. » Et puis, dans d'autres endroits, Heidegger écrira et expliquera que la technique planétaire, ce que mon père va appeler la révolution technologique et ses conséquences, est un fait, est une donnée de fait. Donc il n'y a pas à être pour ou contre, elle est. Et que pour la maîtriser, il faut être capable de la penser. Or, le monde actuel ne pense pas la technique. Et pour la penser, il faut revenir à l'origine de cette technique. Or, je fais une parenthèse, j'explicite la pensée d'Heidegger, la grande différence entre les révolutions néolithiques et la révolution technologique, c'est que la révolution technologique, elle, est exclusivement le fait de l'homme européen. On l'a imposé au monde. Voilà. On l'a mondialisé, mais Heidegger essentiellement, c'est européen. Quoi. Ouais. Heidegger n'a pas écrit exactement ça, mais tout de suite après, il nous dit « Seule la pensée qui a originé la technique est capable de la penser. » Donc il faut revenir à la tradition européenne, et ça il le dit en toutes lettres, seule la tradition européenne est capable de penser la technique, à condition
de bien comprendre, et Heidegger insiste énormément là-dessus, qu'il ne s'agit pas de retrouver ce qui a été, il faut retrouver la tradition européenne pour pouvoir opérer un nouveau commencement. En ce cas précis, Heidegger parle d'opérer une conversion de la pensée. En se fondant sur la tradition européenne, nous devons opérer une conversion de notre propre pensée pour pouvoir rester fidèles à ce que nous avons été, ce que nous fûmes, et pour pouvoir exister à l'avenir. C'est encore une fois, Wagner parla du retour au rein menschliches, au pur humain. Nietzsche, c'est ce que Nietzsche appellera le tendre vers le surhomme. En ce cas-là, l'homme est l'homme du néolithique et le surhomme est l'homme de la révolution technologique, si vous voulez. C'est pas une espèce d'incroyable Hulk ou que sais-je. Ouais, donc le salut dans le plus extrême danger, comme disait Hölderlin, je crois. Ah oui, Heidegger le cite aussi. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Tout à fait. Et effectivement, d'un point de vue technique, toute technologie comporte entre elles aussi, en elle aussi, le moyen d'en parer les effets. Alors justement, dans notre appréhension justement de la technique en général, moi je me souviens de textes d'Alain de Benoît, par exemple, qui reprenait des exégètes où on parlait, on allait dans le sens d'une technique comme sphère autonome qui nous aliène et que nous pouvons contrôler en fin de compte, qui est comme une sorte de fatalité. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'une télévision, consciemment ou inconsciemment, se rattache en fin de compte à la tendance égalitaire? Je ne dirais pas. Non, je pense plus que dans le cas cité, je ne me permettrai pas de citer Alain de Benoît dans la tendance égalitaire, parce que là, tu pousses le bouchon un peu loin. Moi, ça m'avait frappé cette opposition. Oui, mais c'est frappant. À l'époque. C'est frappant. Ils avaient publié leur texte à peu près à la même époque. Alors, je pense d'abord que la pensée d'Alain de Benoît a évolué, mais ça, c'est à lui de se déterminer, de venir à ce micro et de t'en parler. Moi, ce que je pense, c'est que si je me remets dans le contexte de l'époque, j'y vois plus un sentiment, voire une myopie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où cette Europe qui voit tous ses cerveaux partir dans la Silicon Valley, qui n'en garde aucun, qui a laissé les principaux déterminants de la révolution technologique en main à des sociétés états-uniennes, on va parler des GAFAM, etc., et qui n'a pas su, je dirais tout simplement, je ne parle même pas gagner la bataille de l'Internet, mais simplement s'en mêler. Aujourd'hui, toute notre société fonctionne sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Ouais. Donc, on a ce sentiment de déferlement. Puis surtout, on voit, tu parlais de ce qui se passe, notamment chez les GAFAM et chez ces oligarques de la Silicon Valley. On voit aussi, ce sera un sujet peut-être que je serais amené à aborder, cette tendance de la néo-réaction, tous ces penseurs de l'accélérationnisme, les Dick Land, les Curtis Yarvin, les Peter Thiel, etc., aussi, qui se réapproprient, mais dans une perspective qui est plus qu'ambivalente, de ce que je crois en percevoir, encore largement connecté à la... Oui, Andresen, pareil. Andresen est parfaitement dans la tendance égalitaire, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Voilà, absolument. Même si c'est ambigu. Il y a aussi la mais question c'est ambigu du langage. Parce que nous, on est forcément toujours attirés par et à juste titre, par ce dépassement nécessaire. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose. Soit on reprend le manche, et seule la tradition européenne, comme dit Heidegger, seule notre vision spécifiquement, je dirais quasi éternellement, depuis toujours, indo-européenne, de la communauté de destin, fera que nous pourrons garder le statut humain, je dirais. Nous pourrons préserver l'humanité de tous les types d'hommes qui composent notre société hyper spécialisée et aujourd'hui totalement fragmentée, fonctionnant en compartiments étanches, comme on le voit tous les jours. Soit donc nous reprenons le manche de cette technique, et pour reprendre le manche, il faut penser la technique, et pour reprendre le manche, il faut former des ingénieurs qu'on garde chez soi, pour reprendre le manche, il faut rester maître de la fusion nucléaire, il faut rester maître de l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, il faut être maître de deux choses. La production d'énergie,
qui va être nécessaire multiplié par 10, mais pas en jouant avec des petits moulins à vent qui ne servent à rien. Et il faut être à même de pouvoir l'utiliser à bon escient, donc maîtriser la technologie, ordinateur quantique. Et là, l'Europe n'a pas dit un dernier mot. Nous verrons bien. En tout cas, Duarte, ton avis justement, toi, ton regard justement sur cette appréhension du défi posé par la technique, mais qui est un défi en fait de compte qui ressort de notre ADN immémorial en quelque sorte, originel. Comment tu perçois toi personnellement cette question de la technique et j'imagine au prisme en partie des écrits de Locke et de Faye. Ah oui, mais Pascal, une chose que j'ai bien appris, c'est que Heidegger, évidemment, n'était pas contre la technique, comme nous savons bien que, bon, tous les exégètes de Heidegger, notamment de gauche, qu'on connaît bien. Et bon, je voudrais dire que même à cause de Heidegger, c'est intéressant de lire que notre Guillaume Fay, il dit exactement, et il marque comme le fait Giorgio Locke, que Sein und Zeit, être étant, est le commencement de l'œuvre de Heidegger. C'est d'habitude, je dis, c'est un peu comme une introduction, un glossaire pour une œuvre à venir. Et ça, c'est très important. Et il y a des moments dans l'œuvre de Heidegger qui n'intéressent pas vraiment à nos amis de gauche. Et c'est pour ça qu'ils se prennent toujours à être étants et ils ne s'en sortent jamais. Ils donnent des interprétations propres à tous les concepts heideggeriens. Or, Giorgio Locke et Guillaume Fay dans son sillage, bon, nous donne, je crois, une lumière, je peux dire. Pascal, si tu me permets, j'aimerais bien de citer notre Guillaume Fay sur la technique et cette question-là. Je t'en prie, mon cher Droitier. Ouais. Dit-il, en Grèce, on le sait, la technique était un dévoilement producteur. Aujourd'hui, pour reprendre un sens, elle doit devenir un dévoilement provoquant. C'est vraiment notre Guillaume. Et c'est pour ça que... Le meilleur Guillaume en plus. Oui. Ouais. Ouais, oui, meilleur. Ouais. Tout à fait. Et puis, comme disait Guillaume, il y a cette perspective qui s'ouvre à nous, le dépassement de l'Occident pour retrouver le moment hespérial, auquel d'ailleurs Guillaume, et ça je le précisais à un invité que j'avais reçu l'année dernière, notre cher David Engels, nous ne donne pas le même sens. Hein. D'ailleurs, David ne connaissait pas justement le fait. Il n'était pas au courant que Guillaume s'était déjà réapproprié ce terme-là. Dans une autre acception. Voilà, dans une autre acception, quoi. À propos de Guillaume, je voudrais dire une chose. Voilà. Oui, vas-y. Très rapidement. Il nous reste 13 minutes. Bon, très rapidement. Sur le livre, parce qu'on parle quand même de ce livre paru il y a quelques semaines, donc sur Heidegger et le mythe surhumaniste. Heidegger, si on n'est pas vraiment déjà assez intime avec son œuvre, si on ne l'a pas déjà abordé, et si on l'aborde, je dirais presque, si ce n'est pour la première fois, que depuis peu de temps, et qu'on prend le livre de mon père, là, je conseille, à part mon introduction, bien sûr, mais je conseille de commencer par le texte de Guillaume. Ce que j'allais dire. Voilà, tu m'as ôté les mots. Voilà. Tout à fait. Hein? Moi, je l'ai lu quand j'étais étudiant, je dois avoir 19 ans, dans ma bibliothèque universitaire, où j'errais très régulièrement. Il y avait 2 numéros de Nouvelle École, le numéro 21-22 sur Georges Dumézil et le numéro sur Heidegger. Et je me rappelle, j'avais aucune formation philosophique, mais le texte de Guillaume m'a transporté. Après, bien sûr, j'ai approfondi avec d'autres écrits sur lesquels il revenait. Bon, il y a eu les idées à l'endroit aussi d'Alain Benoît, etc. Mais
il est extrêmement accessible. Donc pour les plus jeunes et même les moins jeunes qui sont pas, même comme moi initialement et encore même en grande partie familiers de l'œuvre d'Heidegger, vraiment, comme tu le dis, dans cet ouvrage que vraiment je les encourage à acquérir et à lire de manière reposée, méditative, qu'il commence par le texte de Guillaume. Là ils vont voir, bon c'était... Enfin, même Francis Moury, qui est un critique quand même, voilà, très attentif, on va dire. Donne le même conseil. Il donne le même conseil, non seulement, et puis surtout, il est très éloigné sur justement la prose de Guillaume, voilà, qui n'est jamais aussi lumineux, aussi abordable, et surtout galvanisant et enthousiasmant au sens étymologique du terme. On est transporté par cette vision et surtout cette perspective de renouveau espérial qui se base sur le fait de se raccorder, de se relier à une origine, mais sans pour autant tomber dans des dérives ou des impasses réactionnaires, de pur regret de formes et d'époques qui sont irrémédiablement passées en tout cas voilà, au niveau de leur réalisation effective dans notre monde. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors avant de revenir éventuellement sur tes projets, Pierluigi, je voudrais quand même faire 2 petites chroniques rapides comme d'habitude. Alors j'ai reçu et lu il y a quelques mois un ouvrage de quelqu'un aussi que tu connais parce qu'il a co-traduit des textes de ton père avec toi, Philippe Bayet. Donc Philippe Bayet, figure historique, traducteur émérite de Julius Evola, qui a commencé en tant que traditionnaliste révolutionnaire, ensuite qui est revenu il y a quelques années avec une vision beaucoup plus nietzschéenne, donc de ce qui prônait comme le parti de la vie, aussi plusieurs ouvrages de recueil d'articles en général, ou d'essais aussi qui autrement reliaient l'écologie originelle au filon de la révolution conservatrice. Donc Philippe Bayet, en ce moment, j'étais surpris de le découvrir. Il est dans on va dire un moment conservateur. Ou plus précisément, comme il le dirait, entre guillemets, anarcho-conservateur, avec un ouvrage publié par les éditions Eidos, donc l'édition Eidos qui publie également la revue Sparta, dont il est le directeur, et une revue d'ailleurs que je recommande vivement, donc avec un ouvrage intitulé « Le conservatisme contre l'idéologie », suivi de dérives inactuelles, avec des espions, des esthètes, un médecin, un sage pouvoir. En fait, l'ouvrage est composé de 2 grands moments, si je puis dire. D'abord, un essai, un ensemble d'essais, d'aperçus, d'informations politiques, de développement théorique et d'articles qui abordent des thèmes et des personnages qui relèvent donc de la sphère conservatrice, à la fois dans le temps, de la première moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle, et dans l'espace, principalement le monde anglo-saxon, états-unien et britannique, mais également des développements en France, en Allemagne, au Portugal. Donc, sont abordées des figures qu'on connaît plus ou moins bien, plutôt moins que bien. Edmund Burke, bien sûr, Edmund Burke, donc figure historique, mais également Russell Kirk, William Buckley, Murray Rothbard, Ron Paul, Patrick Buchanan, Joseph Sobras ou Michael Oakeshott, ou pour terminer Theodore Danpley. Donc des noms qui ne sont pas tellement familiers en fait. Et d'ailleurs, avec le côté polémique qui le caractérise, Philippe Bayet dévoile à son, comme il le considère, un peu des insuffisances de la pensée politique ou de l'étude politique française. Il critique vertement le dictionnaire du conservatisme, où il montre que parfois par sectarisme ou aveuglement, ça vient des États-Unis, on ne s'est pas assez penché là-dessus. Bon, maintenant, effectivement, par rapport à la tendance surhumaniste non définie, nous pouvons convenir que beaucoup de ces penseurs ne s'y situent pas forcément. Ils sont peut-être d'une tendance anti-égalitariste, mais ça n'en fait pas. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est précisé dans le recueil de George Orwell et Guillaume Fay. Ça n'en fait pas forcément des membres, enfin, si je puis dire, ou des figures de la tendance surhumaniste. Et ensuite, il y a une série d'articles tout à fait lumineux. Et là, je pense à toi, Duarte. Il y a une étude sur le bon docteur Oliveira Salazar, que je trouve excellente, mais également des articles sur Abel Bonnard, sur l'Orchestre Rouge, sur différentes figures
plus ou moins connu d'ailleurs, Paul Carton, je ne connaissais pas également, et qui les relie un petit peu à l'essai principal. Rainer Gehlen, le maître espion allemand, qui va opérer donc dans l'après-guerre. Flaubert, je vois. Mais l'essai sur Salazar vraiment vaut le coup. Je ne sais pas si Duarte, tu t'es procuré cet ouvrage. C'était non, je ne savais pas, mais... Voilà, le conservatisme contre l'idéologie. C'est... Bon, beaucoup de ces articles avaient été publiés initialement dans Rivarol, ils ont été souvent repris, augmentés, etc. Voilà, donc Philippe Baillet, le conservatisme contre l'idéologie, suivi de Dérives inactuelles, aux éditions Eidos, donc pour la modique somme de 22 €. Et toujours, bon, la belle réalisation de cet éditeur. Deuxième ouvrage, bon, sur lequel je n'inciterai pas trop, mais que je veux vraiment quand même signaler, je suis en train de le lire, je suis prêt pour la moitié, c'est le fabuleux ouvrage d'Andrea Scarabelli sur la vie aventureuse de Julius Evola. Et alors là, franchement, je ne suis pas vraiment nivolien, mais je suis profondément marqué par l'œuvre de Julius Evola, chez Ars Magna. Voilà, un bouquin format A4 qui aurait mérité d'ailleurs une couverture cartonnée et une meilleure relecture. Bon, ça coûte 52 €, mais il y a 800 pages. Et bon, franchement, on découvre énormément de choses. Et juste là, a toujours été discret sur sa vie personnelle. Il a vaguement évoqué à l'aune de son œuvre dans Le chemin du Cinabre. Mais là, vraiment, on voit que l'auteur, Scarabelli, il a fait un travail de plus d'une dizaine d'années, rencontré énormément de personnes, a eu accès à des archives. Bon, il est un des secrétaires de la Fondation Julius Evola, animé par Gianfranco De Turris. Donc vraiment, c'est un ouvrage également que je recommande vivement. Et j'en profite pour terminer, donc pour rappeler les références de l'ouvrage, en tout cas, que nous avons abordé. Giorgio Locchi, Guillaume Faye, sur Heidegger et le mythe surhumaniste, dans la collection Agora, co-publié par l'Institut Iliade et l'édition de Nouvelle Librairie. Et comme nous le disions, il y a 2 textes de Giorgio Locchi, Le temps de l'histoire et Sur le temps de l'histoire, qui sont extraits de la revue Element de Pierre Krebs. Non, le premier seulement. Oui, le premier, c'est l'héritage éternel, je crois. Das Übergängliche Erbe, je crois, non ? Il me semble, c'est un ouvrage collectif. Ça, c'est le deuxième. Oh, c'est le deuxième, voilà. Le ensuite, premier, il y a Element, et le deuxième, voilà, que j'ai traduit de l'allemand. Ensuite, il y a le texte inachevé, donc Le temps de l'histoire père. Après Faye, c'est bon, il est au début, mais ça reprendra tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Exactement. Donc c'est très, très bien. Et puis surtout la postface de notre ami Adrien Tchanka, préserver la possibilité de révolution infinie. Donc ouvrage disponible pour la somme de 19 €, et que j'encourage vivement nos auditeurs qui ne l'auraient pas à se procurer, comme les 2 précédents qui ont été publiés aussi par les mêmes éditeurs, les définitions, avec des articles principalement publiés dans Nouvelle École et pratiquement inaccessibles, sauf pour des bibliomanes comme nous, Duarte, et bien sûr Pierluigi, et Wagner et le mythe surhumaniste. Wagner, Nietzsche. Oui, Nietzsche. Voilà, oui, c'est vrai que je cite mal le titre, Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste. Ouais. Alors, il nous reste 4 minutes en fait. Pierluigi, qu'est-ce qui est envisagé comme publication ou traduction des œuvres de ton père dans les mois qui viennent ? Dans les mois qui viennent, je crois que y a eu un gros effort de fait. Alors, il reste encore quelque chose, mais pas dans les mois qui viennent, justement, parce que là, je fais une petite pause. J'ai plus d'engagement qu'avant en Italie. Et oui, de ta fonction de président maintenant de l'Institut Énéide. Avec ma fonction de président, voilà. Je continue de travailler, etc. Donc, il faut savoir que la publication de ces livres m'a demandé, je ne sais plus, 4-5 années de travail, si je reprends le tout, parce qu'il y a effectivement la traduction, mais il y a aussi tout ce qui, surtout sur le Heidegger, il y a beaucoup de travail, d'explicitation, de notes critiques. On a fait quand même un glossaire, un mini glossaire, Adriano Scianca et moi. Adriano Scianca répertoriant les traductions italiennes et moi les françaises, pour justement, il faut bien comprendre que cette espèce de Heidegger à l'endroit, si on veut mettre une parenthèse, telle que l'a imaginé mon père, se fonde avant tout sur le texte du philosophe, et donc il est amené à retraduire
y a explicité un certain nombre de concepts qu'on retrouve dans un glossaire minimal. Donc, il ne faut pas non plus... on ne va pas faire concurrence avec d'autres glossaires heideggeriens, mais à ceux qui importent pour cette perspective surhumaniste dans laquelle mon père place Heidegger. D'accord. Donc, tu m'avais parlé aussi, hors micro, d'un petit ouvrage qui est composé en grande partie de citations de Giorgio Locchi, qui est publié, je crois, sous la direction de Stefano Vai. De Stefano Vai. Oui, c'est pas mal. C'est un ouvrage, justement, comme... qui s'intitule, je ne me souviens plus, il y a le mythe, non, je crois. Il y a pas le Il mot cantore del mito nuovo. Voilà, le chant du nouveau mythe. Le chanteur, on pense à Claude François. Là, il faut plutôt y voir je sais pas, c'est une expression poétique, un barde, ce que vous voulez. Mais enfin bon, peu importe le titre, l'idée c'est de dire... les livres de Locchi, ça fait 200 ou 300 pages en moyenne, si ça fait beaucoup pour vous. On va à l'essentiel sur 2 ouvrages qui sont les définitions et le Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste. Et donc, c'est sur 200 pages petit format, donc on n'est pas dans de l'A4. On a une espèce de substantifique moelle, mais uniquement par des citations, à part une introduction bien sûr, et une contextualisation au départ, de la pensée de mon père. Donc j'espère que ça aussi verra le jour en France bientôt. Voilà. Mais nous l'espérons tous. Voilà. Donc c'était sur ces bons mots, pleins d'espoir, que nous allons prendre congé de vous. Merci beaucoup Pierluigi de nous avoir fait l'honneur et le plaisir d'être présent pour évoquer l'altière œuvre de ton père. Et Duarte, je suis désolé de t'avoir retiré du soleil sicilien pendant cette heure, mais en tout cas un grand merci de nous avoir apporté ta contribution, et qui est toujours précieuse, même si je ne peux pas donner tout le temps de parole que tu aurais mérité. Nous nous reverrons très bientôt, bien sûr, Duarte. Voilà, c'était Pascal Lassalle à la direction de ce libre journal qui vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Au revoir. Vous venez d'entendre le libre journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 17 septembre 2025, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 4 octobre, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.